Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 21 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez à ma voix, je suis un petit peu malade, mais je vous fais quand même un petit peu les actus du jour et on commence par l'Argentine. Javier Milei, c'est le nouveau président argentin. Alors j'en parle parce que c'est quelqu'un qui est plutôt pro-Bitcoin. Ça veut pas dire que demain le Bitcoin ça va être la monnaie de l'Argentine. Il a plus pour projet de mettre le dollar américain comme monnaie du pays. Voilà, on verra bien ce que ça va donner, si ça va avoir un peu des répercussions sur Bitcoin, etc. S'il va accepter Bitcoin comme monnaie d'échange en Argentine, on verra bien. En tout cas, ça peut être intéressant de garder un œil là-dessus. On a l'airdrop de Peace qui est disponible. Donc Peace Network, c'est un oracle, pardon, j'ai failli me tromper. Donc un concurrent de Chainlink. Ils sont sur pas mal de projets, ils sont assez utilisés honnêtement. Je sais pas si c'est forcément un projet à hold sur le long terme, mais on entre quand même dans une phase plutôt haussière, je pense. Donc c'est peut-être intéressant de ne pas vendre tout l'airdrop, voire de ne pas vendre l'airdrop. Moi, généralement, quand je touche des airdrops, je vais vendre la moitié et je vais garder le reste parce qu'on sait jamais. Et il y a Bitcoineo qui a fait un plan assez intéressant, je trouve. Pour l'instant, lui, il vend pas, il garde tout, et ce qu'il fait, c'est qu'il dépose les tokens sur MarginFi. Alors, même si on vend la moitié, on peut déposer ce qui reste sur MarginFi. On n'est pas obligé de tout garder, bien évidemment. Et pourquoi les déposer là-bas? En fait, MarginFi, c'est un protocole de lending. On peut déposer et emprunter des cryptos. On va pas pouvoir emprunter par-dessus les tokens Peace, c'est pas très grave, mais en déposant, en ce moment, on a un système de points. Alors, il y a ça sur pas mal de projets de lending, je trouve. On a Prime Protocol, il y a Kinza aussi sur la Binance Smart Chain, et voilà, on a aussi Margin Finance. Alors, je crois que ça fait un petit moment que le système de points a commencé, donc peut-être qu'on arrive un petit peu tard, mais ça peut être intéressant de déposer les tokens, farmer des points sur le protocole, donc farmer un airdrop grâce à un autre airdrop, ça peut être intéressant. Après, est-ce que MarginFi va faire un gros airdrop ou pas? Je suis pas sûr, mais on sait jamais. Et du coup, son plan, c'est d'attendre le listing aussi sur Binance du token. Et à ce moment-là, de commencer un DCA inversé, de vendre les pistes sur 30 jours, je crois, il dit. C'est assez intéressant comme plan. Je sais pas si je vais lancer aussi un DCA, mais en tout cas, pour l'instant, moi, j'ai vendu la moitié de mon airdrop. Et l'autre, bah, j'avoue que je l'ai copié sur ça. C'est pas con du tout d'aller farmer un airdrop en même temps avec son bag. Au pire, même s'il y a un hack sur Margin Finance, c'est des tokens que j'ai eu gratuitement, donc ça me ferait chier quand même de les perdre, mais voilà, je les ai pas payés ou quoi que ce soit, donc je peux pas être insatisfait, on va dire. On a Blur aussi qui a lancé un petit airdrop. Alors c'est pas le premier, il y a un système de saison sur Blur. Clairement, si vous n'avez pas échangé des NFT dessus, ça sert à rien d'aller vérifier, il faut avoir échangé des NFT sur Blur. Voilà, c'est sur la blockchain Ethereum, donc personnellement, je suis pas éligible, je suis pas trader de NFT, je m'intéresse pas tant que ça aux NFT. Mais bon, si jamais vous avez fait un achat, une vente de NFT de ce côté-là, allez vérifier, ça vous coûte rien, je vous mettrai le lien en description pour aller vérifier. Pareil pour Peace Network, je vous mettrai le lien pour aller vérifier l'airdrop. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que récemment, Peace Network, un peu avant que l'airdrop soit lancé, ça a été lancé le 20 novembre, ils ont rajouté des adresses éligible à l'airdrop. Donc ça coûte rien au moins d'aller vérifier. Je vous promets pas que vous allez toucher quelque chose, mais si vous avez un wallet EVM, Sui, Aptos, Injective, Solana, Osmosis, Neutron, que vous avez interagi un minimum avec la DeFi sur un de ces écosystèmes, bon, ça coûte rien d'aller voir. Je vous garantis pas que vous allez avoir de l'argent, mais ça peut être sympa d'aller vérifier. Voilà. Au mieux, vous avez une bonne surprise, et au pire, vous avez perdu 2 minutes pour vérifier. Je pense que c'est pas dramatique. Surtout que c'est quand même un airdrop à 3 chiffres, hein, voire même 4 chiffres si vous avez pas mal de wallets éligibles. Donc ça peut valoir le coup. On a le Gwei, donc les frais de transaction sur Polygon qui sont vachement faibles. Alors mon tweet il date d'hier, mais aujourd'hui c'est encore le cas, j'ai été vérifié et c'est assez faible. Bon, je sais pas trop pourquoi. Ces derniers jours, même quand il n'y avait pas trop d'activité sur le marché, même quand le Gwei il était à 10 sur Ethereum, on était autour de 60, 100 Gwei sur Polygon. Il y avait pas mal de gens en fait qui faisaient des transactions sur Polygon. Et en ce moment, on est en train de s'approcher du Gwei minimum, qui est de 30 sur Polygon. Ce matin, j'ai passé 2-3 transactions, c'était autour de 40. C'est super faible. Polygon, ça fait un moment que j'ai pas vu ça. Bon, écoutez, plutôt bonne chose du côté de Polygon. Si jamais vous avez envie d'utiliser la blockchain, je pense que c'est plutôt le bon moment, mais faites attention parce que des fois sur Polygon, on a des grosses hypes d'un coup. C'était arrivé le 16 novembre avec les PRC20. Ça a duré une journée, mais les frais, ils étaient infâmes.
Même si ça vous parle pas cette histoire de G-Way, là vous voyez 30 le minimum, la moyenne en ce moment à 60-100. Le G-Way, quand il y a eu la hype le 16 novembre, il était monté à 4500, même plus que ça. C'était vraiment zinzin. Donc voilà, même si ça vous parle pas forcément cette notion, vous voyez qu'il y avait une grosse différence et qu'il faut faire attention. Quand vous passez des transactions sur Polygon, regardez bien le G-Way, si c'est trop élevé, attendez un petit peu. Généralement, les hypes, elles durent pas plus d'1 ou 2 journées, hein, voire même quelques heures. On a TimeSwap du coup pour continuer de parler de Polygon, mais là je pense que c'est pas Polygon Proof of Stake, c'est Polygon ZKEVM. Il va y avoir du pré-mining a priori, puisque là on voit Time, Mining. Ça fait, il y a déjà plusieurs pools sur lesquels on peut miner, enfin pré-miner du token Time. Je pense qu'ils vont ajouter aussi du pré-mining sur la pool sur Polygon ZKEVM. Comme par hasard, elle arrive à maturité demain, le 22 novembre, donc ils vont forcément, enfin pas forcément, mais ils vont très probablement relancer une nouvelle pool avec une date de maturité dans plus longtemps, sûrement janvier 2024. Et à mon avis, il y aura du pré-mining à faire. Donc Polygon ZKEVM, il y a des gens qui farment un petit peu cet airdrop. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire sur cet écosystème. Moi, je m'y intéresse pas tant que ça. J'ai vu qu'il y a une pool qui a été lancée récemment à base d'Ether et d'Ether stakés sur Balancer qui donne beaucoup d'intérêt. Ça peut être sympa, et là va y avoir du pré-mining à faire du côté de TimeSwap. Pourquoi pas? À mon avis, ce sera une pool avec du Matic, donc il faut avoir du Matic sur Polygon, ZKEVM, etc. Mais pour les gens qui farmeraient cet airdrop, voilà, ça peut être intéressant d'aller en même temps farmer un petit peu le token de TimeSwap. Moi, c'est un projet que j'aime bien. Je suis pas investi ou quoi que ce soit, je suis pas en partenariat. Voilà, j'aime juste bien le projet TimeSwap. On a Rabi, c'est vraiment une news OSEF, mais c'est pour faire un petit rappel. On a Rabi du coup qui est disponible maintenant en japonais, c'est super. Et il n'y a pas si longtemps, ils ont lancé une traduction français. Si je dis pas de bêtises, c'est RPG Max qui avait fait la traduction. Ça fonctionne assez bien, c'est assez bien traduit honnêtement. Donc voilà, petit rappel, si vous ne saviez pas, vous pouvez mettre le wallet Rabi en français. Parce que souvent, on vous met un petit peu ce wallet en avant. Moi, le premier, j'aime beaucoup ce wallet. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pas très à l'aise avec l'anglais. Donc vous avez le français dessus. Vous avez même d'autres langues si vous êtes plus à l'aise dans une autre langue. Et pour rebondir un petit peu encore une fois avec le wallet Rabi, j'ai vu ça passer. Je suis des comptes d'alerte et de temps en temps ils parlent de hack, etc. Mais d'autres trucs un petit peu plus funky. Et là il y a quelqu'un qui a échangé 45 000 USDT contre une poussière de DAI. Donc il a perdu 45 000 $, on peut le dire clairement. En fait dans les paramètres, je sais pas comment il s'est démerdé pour faire ça. Je pense que c'est un bot qui a dû faire la transaction parce que je vois pas comment c'est possible, mais il avait mis 100% de slippage. Ça veut dire qu'il était prêt à récupérer 100% de plus ou de moins que ce qu'il échangeait. Donc ça voulait dire qu'il pouvait se retrouver avec 0 littéralement en échangeant ses USDT. Donc c'est hyper con de mettre un slippage à 100%. Déjà quand on met un slippage à 10%, ça veut dire qu'on peut recevoir 10% de moins que ce qu'on va échanger. Enfin, bon, vous voyez l'idée. Mais là, 100%, c'est complètement con. Donc il a perdu ses 45 000 USDT. Et pourquoi je fais le parallèle avec le wallet Rabi? Parce que cette transaction, c'était sur Ethereum. Et Rabi, il simule les transactions. Pas sur toutes les blockchains, mais sur Ethereum, il le fait. Et du coup, avant de signer la transaction, la personne, elle aurait vu qu'elle échange 45 000 USDT contre des DAI. Alors si c'est un bot, il l'aurait peut-être vu, mais il s'en foutait. Mais voilà, si jamais vous utilisez le wallet Rabi, vous êtes un petit peu à l'abri de ce genre de problème, ce genre de soucis. Puisque si vous regardez un minimum ce que vous faites, vous voyez qu'il y a un truc qui cloche. J'échange 45 000 USDT, je vais recevoir même pas 1 centime de DAI. C'est probablement l'affaire du siècle. Non, bien évidemment, faites attention quand vous échangez des cryptos, si vous êtes débutant sur la DeFi. Moi, je peux que vous recommander le wallet Rabi parce que il est adapté franchement pour tout le monde, je trouve. Autant pour les débutants qui connaissent pas trop, pour les gens plus avancés. Voilà. Après, je veux pas avoir l'air de trop le vendre. Il y a d'autres wallets qui existent, MetaMask, XDeFi, etc. C'est sympathique. On a Linea, tiens, en parlant de MetaMask, parce que la boîte derrière MetaMask et Linea, c'est la même, c'est Consensus. Et en ce moment, on a des quêtes du côté de Linea. Alors, j'ai raté un petit peu le coche de la première, donc je viens pas me rajouter sur les autres ou faire des guides ou quoi que ce soit. Je pense que je vais juste vous les passer dans les news. Et voilà, ceux que ça intéresse le plus, il y a Cryptomage qui fait des guides sur sa chaîne YouTube, donc allez les voir éventuellement. Moi, je vous le passerai que dans les news parce que j'ai raté un petit peu le coche. Chaque semaine, on a des nouvelles quêtes. La première semaine, les quêtes, elles sont terminées. Sur la deuxième semaine, il vous reste un jour au moment où je fais la vidéo, donc allez-y. La thématique de la deuxième semaine, c'était le bridge. D'ailleurs, j'aurais pas dû quitter la page, c'est pas grave. Et la thématique de cette troisième semaine, c'est le swap. Faut swapper des tokens sur la blockchain Linea. Alors,
La première quête, c'est toujours celle qui rapporte le plus d'XP. C'est une quête assez basique. Vous voyez, échanger 25 $ d'Ethereum contre n'importe quel token supporté sur n'importe quel deck sur Linea. C'est très bien. Il y a une liste, etc. C'est assez bien. Honnêtement, 25 $ à échanger, c'est ok, c'est pas grand chose. Par contre, on a des quêtes supplémentaires et il y en a certaines qui sont abusées, je trouve. Alors, on n'est pas obligé de les faire, hein, c'est des quêtes bonus, mais quand même, c'est un peu abusé. Pourquoi c'est abusé? Parce qu'il y en a une, c'est faire 20 swaps au total avec 5 $ minimum de valeur. Alors pour ceux qui farment beaucoup sur Linea, je pense que vous pouvez le faire sans problème hein, si vous farmez déjà sur Linea, mais pour ceux qui farment les airdrops, etc., c'est une très mauvaise idée, hein, parce que les frais sur Linea, ils sont assez chers. Hein. On est autour de 1 $ quand ça va bien, et 2-3 $, voire plus quand ça va pas bien. C'est moins cher que sur Ethereum, hein. C'est un layer 2 d'Ethereum Linea, donc le but c'est d'avoir des frais moins chers que sur Ether, mais c'est plus cher que sur tous les autres layer 2. Honnêtement, je connais pas de layer 2 où les frais sont plus chers, c'est assez absurde. Bon, bah c'est comme ça malheureusement du côté de Linea. Il y a d'autres quêtes aussi, il y a une quête autour de échanger plus de 1000 $. Bon, bah, si vous avez pas mal de sous, vous pouvez le valider assez facilement. Échanger 25 $ contre certaines cryptos, un LST ou un truc autour des Real World Assets. Bon, il y a des choses à faire, c'est sympathique. On va voir si ce genre de quête ça va déboucher sur un airdrop ou quoi que ce soit, mais je pense que Linea, ils ont leur chance de lancer un token un peu comme Arbitrum et Optimism. Après, c'est que de la spéculation, on verra s'il y a un airdrop de ce côté-là, si faire les quêtes c'était utile ou pas. Mais bon, au moins faire les quêtes, ça peut vous guider un petit peu sur ce qui existe du côté de Linea et ce que vous pouvez faire. Donc, je vous le recommande quand même si vous vous intéressez un petit peu à cet écosystème. Allez, je le passe pas au tout début de vidéo parce que j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Il y a sûrement plein d'autres créateurs de contenu ou de médias qui ont mis ça en avant. Mais comme chaque année, Ledger, ils font des réductions. Ils en font pas souvent, ils en font 2-3 par an. Mais le Black Friday, il aura jamais. Il y a toujours une réduction pour le Black Friday, pardon. J'en bafouille. Et cette année, je crois qu'ils ont fait comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils vous filent 20 $ de Bitcoin si vous prenez une Nano S+, 30 $ de Bitcoin si vous prenez une Nano X, et 50 $ de Bitcoin si vous prenez un Duo. Alors, pour avoir testé la Nano S+, et la Nano X, elle sert à rien. Honnêtement, elle sert à rien. Ce que vous avez en plus, c'est le Bluetooth. Voilà, donc vous pouvez la connecter sur mobile. Et encore, a priori, la Nano S+, on peut déjà la connecter sur Android. Bon, elle a une batterie aussi, la Nano X, donc c'est super, on peut l'allumer. Mais si elle n'est pas branchée à un appareil, elle sert à rien. Vous pouvez pas envoyer des cryptos depuis la clé. Donc, ouais, bon, je vois pas trop l'intérêt. Avant, il y avait la Nano S tout court et la Nano X. Il y avait une grosse différence entre les deux. La Nano S, elle est nulle, hein, on va le dire clairement. Elle est tout pourrie. La Nano X était bien, mais bon, maintenant qu'il y a la Nano S+, qui permet d'avoir plein de cryptos, enfin plein d'applications dessus, il n'y a aucun intérêt, je trouve, à prendre la Nano X. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Ils n'ont pas mis de deal autour du Nano Stacks. Je sais même pas s'il est commercialisé, s'il est déjà lancé ou si c'est encore en attente. Je n'ai même pas suivi de ce côté-là. Si ça se trouve, je vous en ai déjà parlé et juste, je m'en souviens même plus. Il me semble que ça a été lancé. Mais bref, ça, il l'avait fait déjà l'an dernier, hein, le délire de donner 20 $ de Bitcoin ou 30 $ de Bitcoin. Sauf que, bon, je voulais garder ça pour la fin, mais finalement, je trouve que c'est un bon moment pour faire le parallèle. Il y a un an, Bitcoin, il était à 15 000 $. Donc ça veut dire que ceux qui ont acheté une Ledger l'an dernier, et d'ailleurs, je l'avais mis en avant, et je sais qu'il y en a 2-3 qui l'ont fait, donc je vous remercie d'être passé par le lien affilié. Ceux qui l'ont fait l'an dernier, leurs 20 $ de Bitcoin, aujourd'hui, ils valent le double. C'est quand même pas mal. Alors, est-ce que le 21 novembre 2024, Bitcoin, il va refaire 1 x 2 ? Je sais pas, je vous le garantis pas. Mais c'était plutôt sympa pour ceux qui l'ont acheté l'an dernier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, leur 20 $ de Bitcoin, il valent 40 $, peut-être même un petit peu plus. Ça rembourse la moitié du Ledger. Et si vous n'avez pas prévu de vendre de Bitcoin, peut-être qu'à terme, ça va carrément rembourser la Ledger. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais dit quand j'en avais parlé l'an dernier. J'avais dit que ça pouvait être sympa, que ça pouvait vous permettre éventuellement de rembourser la Ledger. Je crois pas que j'en avais parlé sur la chaîne secondaire, ou peut-être que si, mais j'en avais parlé aussi en live, parce que à ce moment-là, je faisais régulièrement des lives. Faut que j'essaye de m'y remettre un petit peu, mais bon, plus là je suis malade, donc je pense que je vais attendre un petit peu. On a Tether qui, d'ailleurs je crois que cette news je l'ai pris en double, c'est pas très grave. Tether qui a gelé 225 millions de $ d'USDT. Pourquoi ? Parce que c'était des adresses liées a priori à un... comment on dit, un syndicat de crime international. J'avais sélectionné une autre news par rapport à ça. Voilà, les fonds gelés sont suspectés d'avoir participé à un trafic d'êtres humains à grande échelle.
Donc d'un côté, déjà faut pas oublier qu'USDT et USDC c'est pareil, ils peuvent geler les stablecoins sur une adresse en particulier, donc il y a cet aspect de centralisation, mais bon, jusqu'ici ça a plutôt été utilisé à bon escient, donc quand ils suspectent des trafics, etc. Mais il y a eu aussi toute la débâcle avec Tornado Cash, et il y a eu des adresses qui ont été gelées, ça par contre c'était un petit peu moins bien, mais bon, c'est un petit peu à double tranchant, cette fonction où ils peuvent geler des adresses. D'un côté, ça peut être bien dans ce genre d'exemple, mais d'un côté, voilà, l'histoire Tornado Cash, je m'en souviens, c'était pas terrible. Parce que oui, sur Tornado Cash, il y a aussi des gens qui l'utilisent pour blanchir de l'argent, etc. Mais techniquement, c'est un outil qui est fait pour tout le monde, si on a besoin d'anonymat, etc. Donc je trouve ça dommage de geler l'adresse de gens qui avaient interagi avec Tornado Cash, etc. Bref. Ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, je me suis mal exprimé, pas l'adresse, les USDT, parce qu'on peut pas geler une adresse Ethereum. On a le wallet fantôme qui dévoile son nouveau bridge incroyable, magnifique. C'est un bridge qui est directement dans le wallet. On peut échanger des cryptos entre Solana et Ethereum. Enfin, j'ai l'impression que c'est surtout l'inverse. J'ai vu que ça marchait plutôt bien d'Ethereum à Solana, mais pas l'inverse. Par contre, pour aller vers la blockchain Solana, je trouve qu'il y a pas mal de frais. Il n'y a pas 15 000 bridges qui existent, hein, comme sur Polygon, Arbitrum, etc. Il y a tellement de bridges que les frais sont assez faibles. Là, je trouve que c'est pas ultra intéressant de bridger sur Solana. Peut-être que le mieux, je pense que le mieux c'est pas d'utiliser le bridge qu'il y a dans Phantom, surtout qu'il faut passer depuis Ethereum. Honnêtement, je pense que le mieux c'est de passer par une plateforme centralisée. Alors j'ai une chaîne de DeFi, donc ça va un petit peu à contre-courant, mais des fois la finance centralisée elle a ses bons côtés. Typiquement quand vous déposez des USDC sur une plateforme centralisée, vous allez pouvoir les retirer sur la blockchain Solana assez souvent, et régulièrement il y aura $1 de frais peut-être moins. Et si vous essayez de bridger $1000 d'Ethereum à Solana sur le wallet fantôme, ça va vous coûter super cher. Déjà, vous allez perdre 4 USDC 3-4 USDC, je pense, dans la manœuvre. Et en plus, il y aura une transaction sur Ethereum. Donc, ça va vous coûter un peu cher. Et ça marche pas, du coup, depuis Avalanche, Optimism, etc. Alors que sur les exchanges, la plupart du temps, on va pouvoir déposer des USDC sur plein de blockchains. Donc, moi, je vous conseille pas trop ce bridge, honnêtement. N'hésitez pas à l'utiliser hein, si vous spéculez sur un airdrop de fantôme. Le wallet n'a pas de token, donc pourquoi pas. Mais bon, pour moi, il n'a pas trop d'intérêt ce bridge pour l'instant. On verra ce que ça va donner à l'avenir. Alors on va faire un petit bond du côté de l'écosystème Arbitrum. J'en ai parlé récemment parce qu'il y a des incentives, il y a des intérêts bonus sur Arbitrum, c'est super sympa. Si jamais vous farmez un petit peu ces intérêts bonus et que vous le farmez du côté de Dolomite, il y a une quête à aller valider sur Layer 3. Je pense qu'ils vont ajouter d'autres quêtes par rapport à ça, on verra, peut-être que je me trompe. Mais voilà, je pense qu'il y aura d'autres quêtes autour de d'autres protocoles. Et tant que je suis toujours sur ça, il y a Gains Network, enfin il y a Silo Labs qui a partagé une stratégie assez intéressante autour de ces incentives. En ce moment, quand on dépose de l'USDC sur Silo, enfin sur la plupart des pools, on a des intérêts bonus en Arbitrum. Vous voyez, sur celle-ci, on a 7% d'intérêts bonus. Et il y a une pool justement où on va retrouver le GNS de Gains Network. Et d'ailleurs, on a 16% d'intérêt en USDC, c'est pas dégueu, hein. 13% en Arbitrum, 2% en USDC. Et en fait, quand on dépose des USDC sur cette pool, par-dessus, on va pouvoir venir emprunter. Donc soit de l'Ether, soit du GNS. À chaque fois, on a des sortes de coffres où on va retrouver tout le temps de l'Ether, de l'USDC et une crypto en particulier. Et dans cette pool ici, on peut déposer des USDC, emprunter du GNS. On peut faire l'inverse aussi, bien évidemment. Mais c'est intéressant de faire ce cas de figure. On dépose de l'USDC, on emprunte du GNS, parce qu'on peut aller le déposer sur Gains Network. Et en ce moment, le staking, il est à 11%. Sauf que quand on l'emprunte à 2%. Donc ça fait un petit delta assez sympathique. On a des intérêts par-dessus nos USDC. Attention, hein, cette boucle, elle va pas être intéressante si vous avez 100 USDC, 200 USDC. Les frais sur Arbitrum, ils sont pas de 0 centimes non plus, ça coûte un petit peu. Donc à mon avis, ça c'est plus une stratégie qui va être intéressante si vous avez 1000 USDC à mettre sur Silo. Ah, je sais, c'est beaucoup, malheureusement, mais c'est mon avis. Je pense qu'en dessous, c'est pas intéressant de le faire, vous allez vous faire bouffer par les frais, ou alors vous allez devoir prendre des risques. Vous allez devoir essayer d'emprunter pas mal de GNS parce que c'est pas magique, hein. On peut pas déposer 1000 balles et emprunter 5000 balles de GNS. On est obligé d'emprunter moins. Et le GNS il est volatile, donc s'il fait un x2, vous pouvez vous faire liquider, perdre les USDC que vous avez déposés, etc. Ça peut être embêtant, la volatilité, donc moi j'ai tendance à être prudent, à pas trop emprunter, donc voilà, je suis pas sûr que ce soit intéressant cette strat en dessous de 1000 USDC. Après, si vous en avez moins de 1000, vous pouvez juste déposer les USDC, vous aurez moins de transactions à faire, donc moins de frais de transaction.
Et là, vous aurez des intérêts en Arbitrum. Si vous pensez que le token peut s'apprécier dans le temps, ça peut être sympa d'aller en farmer sur Silo. Voilà, il y a plein de pools qui existent. Mais en ce moment, elle est intéressante. Hein, celle du côté de JNS, c'est une des pools les plus intéressantes. Par contre, il n'y a pas trop de liquidité. Sur certaines, il y a plus de liquidité et il y a un rendement assez similaire. S'il y a plus de liquidité en fait, ça veut dire que le rendement il aura moins tendance à baisser. Parce que là, s'il y a beaucoup de gens qui ajoutent de l'USDC sur la pool autour du DNS, ça va baisser le rendement, logiquement. Bref, on va pas trop s'attarder là-dessus, je pense que vous avez compris l'idée. On a la SEC qui dépose une plainte contre l'exchange Kraken. C'est sorti un petit peu de nulle part, j'ai l'impression. Et il y avait un autre truc par rapport à ça aussi, je crois qu'ils ont pas reconnu, ils ont reconnu certaines cryptos comme des... Merde, j'oublie tout le temps le terme, des securities, et il n'y avait pas Ethereum dans la liste. Bon, on va voir ce que ça va donner par rapport à ça, mais je pense que c'est plutôt un petit peu un signe caché que les ETF sur Ethereum, ça pourrait passer aussi. Après, évidemment, les ETF sur Bitcoin Spot, mais on verra. En tout cas, voilà, la SEC qui dépose plainte contre l'exchange Kraken, c'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à Kraken. Et bon, la SEC en ce moment, ils sont un petit peu sur tous les... Merde, j'ai oublié l'expression. C'est pas très grave, il s'attaque à tout le monde en ce moment dans l'écosystème, donc je suis pas très étonné de voir ça. On a aussi Binance, donc c'est la SEC qui demande à Binance de raquer 4 milliards de dollars pour mettre fin à la procédure pénale. Je crois qu'il y a d'autres aspects un petit peu dans cette histoire. En gros, Binance, ils sont obligés de vendre leur cul à la SEC s'ils veulent s'en sortir. C'est dommage d'en arriver là, mais bon, il y a eu une réaction plutôt positive, on va dire, à ce moment-là. Il y a eu de la volatilité sur le BNB. Bon, a priori, Binance, s'ils sont capables de payer cette amende, ils vont s'en sortir et ils vont plutôt être tranquilles par rapport à cette histoire. Mais est-ce qu'ils n'auront pas des comptes à régler par rapport à la SEC, etc. Bon, je sais pas trop. Je suis pas trop qualifié pour vous parler de ça, mais je suivrai quand même le sujet de loin. Et si jamais j'ai d'autres news par rapport à ça, je vous tiendrai au courant. Bon, voilà. Comme je sais, je suis pas très compétent, donc pourquoi j'en parle, etc. Je pense que c'est important quand même de couvrir ce genre de grosses news. Voilà, j'ai hâte de voir ce qui va en advenir de Binance. En tout cas, moi, ça fait un moment que j'ai plus de fonds sur Binance. Je crois qu'il me reste un BNB dessus. Mais bon, si Binance coule, mon BNB, il va couler aussi. Donc, je m'en fous de le laisser là-bas ou de le laisser ailleurs, à vrai dire. On a DYDX qui a été la cible d'un hack forçant les équipes à allouer 9 millions de dollars pour combler le trou. Alors, hack, je sais pas si c'était vraiment un hack, mais en gros, il y a eu une faille au niveau du prix du token Yarn Finance. Bon, du coup, il y a eu des manipulations de prix, si j'ai bien compris. J'ai pas eu le temps de creuser plus que ça du côté de DYDX. Mais bon, a priori, ils ont l'air quand même d'avoir coupé au bon moment. Parce qu'il y a d'autres marchés qui auraient pu être attaqués. Je crois qu'il y avait EOS ou 1inch, etc. Donc... bon, faut faire attention quand même de temps en temps sur ce genre de protocole. C'est vrai que les dérivés, c'est sympa, on peut en faire sur la DeFi, et de temps en temps, je vous dis, il y a plein de trucs qui existent, c'est cool, il n'y a pas que la finance centralisée, mais c'est vrai que sur certaines plateformes, il y a assez peu de liquidité, et je pense qu'on risque de voir malheureusement ce genre de truc arriver de temps en temps, de prix qui sont manipulés sur certaines plateformes, etc., et qui conduisent à des pertes. Donc faites attention quand même, je vous dis pas de fuir la DeFi ou de fuir la CeFi ou quoi que ce soit, mais bon, il y a des mauvais côtés pour l'instant dans les deux mondes, donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous faites. Mais bon, en tout cas, si vous êtes un apprenti trader, vous avez quand même du choix. Il y a plein de plateformes qui existent. Et je pense que c'est trop bête de voir que l'aspect finance centralisée. Il y a plein de choses qui existent sur la finance décentralisée. Et j'avais parlé de Gains Network tout à l'heure. Ils font du dérivé, ça se passe plutôt bien a priori. J'ai jamais vu de soucis par rapport à ce protocole. Peut-être que je parle trop vite et que demain va y avoir un hack. Mais voilà, je pense qu'il y a des trucs sympas qui existent. Ça mérite un petit coup d'œil de ce côté-là. Bon, cette news, du coup, j'en ai parlé. Je suis tombé sur ça par hasard. Je suis un compte le compte de Crypto Fundraising, en fait, qui met en avant toutes les levées de fonds, etc. dès qu'il y en a qui sont répertoriés. Et a priori, D.Fi, ils ont encore levé 5 millions. J'ai déjà parlé de D.Fi il n'y a pas si longtemps. J'avais fait 2 vidéos, je crois, sur le sujet. Et pour le fun, j'avais mis 20 $ sur la prévente. Et j'ai toujours pas de nouvelles et je me suis dit, putain, ça donne quoi cette prévente? Elle en est où? Elle est toujours pas finie. Elle est toujours pas finie. Il y a un délire de palier en fait. À chaque fois qu'un palier est atteint, ça relance la machine, il y a un compteur de jours, etc. Bon, je sais même pas si le token il va être lancé un jour, mais ça me rappelle un petit peu Morpheus Network. Ils avaient fait un truc pareil. Personne n'y croyait, mais au final il s'est lancé. Et aujourd'hui, j'ai de plutôt bons échos du projet.
Bon, après, voilà, Morpheus Network, je connais que de nom, hein, je connais pas plus que ça. Je crois que c'est dans la même vibe que VeChain, où ils veulent faire de la traçabilité on-chain, etc. Bref. Et je me souviens qu'ils avaient fait une prévente et que c'était assez chaotique comme ça. Il y avait un système de paliers, c'était super long. Bon, D.Fi par contre, le produit en soi, je le connais un peu et je pense pas qu'il mérite, je suis même pas sûr qu'il mérite un token, je suis pas sûr qu'il mérite une grosse capitalisation, mais bon, on va voir ce que ça va donner, ils ont quand même levé des fonds, etc. Donc peut-être que les 20 balles que j'ai mis sur la levée de fonds, je vais les revoir un jour, je suis pas sûr encore, mais on verra bien. En tout cas, bon, pire, hein, c'est 20$ de perdu, c'est pas très grave. Bon, cette news du coup je l'avais passée et je voulais terminer avec une news assez rigolote, c'est Bitcoin Magazine et Crocs qui lancent une collab, c'est des Crocs du coup à l'effigie de Bitcoin. Elles sont incroyables je trouve, alors je les achèterai pas parce qu'elles sont à 84€, il y en a 2100 seulement, voilà on voit la petite rêve par rapport à Bitcoin, peut-être qu'en fabriquer 21 millions c'était un peu trop donc ils se sont dit 2100 c'est pas mal non plus. Mais voilà, si vraiment vous kiffez Crocs, vous pouvez commander votre paire de Crocs Bitcoin. Par contre, il y a une autre image de cette Crocs, je sais pas si on va la voir hein, sur le tweet de Bitcoin Magazine ou s'il faut aller sur le site. Ouais, quand on la voit de derrière, en fait, l'image elle est un petit peu, comment on dit, déformée à l'arrière de la Crocs et je trouve pas ça très joli. Alors moi, je trouve que c'est pas abouti le design, mais bon. C'est sympathique, on voit des petits BTC partout. Voilà, pour les plus Bitcoin Maxi d'entre vous, faites-vous plaisir si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures news. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!